sur mon ordi. Et je vais essayer le live streaming sur YouTube. J'ai fait un test, alors ça avait l'air de marcher, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Attends, je recommence cette affaire. Oh putain, ça a tout blindé. Attends, merde, putain. Bon, je recommence cette affaire. Live on YouTube. Cours, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Go live. Bon, je crois que je broadcast sur YouTube. C'est un peu pour la frime. Je suis pas certain que ça marche, mais... Ok, je vais commencer. Je vais encore faire rentrer 6 personnes. Admit all. Allez. Donc, j'espère que vous voyez bien le cours. Donc, je fais le cours sur Zoom. Comme j'ai déjà expliqué, c'est parce que j'ai l'habitude que c'est le son à meilleure qualité et l'image aussi. J'ai jamais eu aucun problème de connexion avec Zoom. Jamais de ma vie. J'utilise facilement 1 ou 2 fois par jour. Donc, je mettrai les cours sur une playlist YouTube. Ça me permet de suivre un peu qui c'est qui regarde. Ça me permet de mettre des mots-clés. Je les mets en public, sauf s'il y en a qui me disent qu'ils ne veulent pas. Donc, le cours prépare au TD. Ça lui donne une fonction vraiment précise, ça l'oriente, quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont venus en cours après en TD, ils participent. Ces 2 premières semaines, je vais faire des choses que vous avez déjà fait l'an dernier pour que tout le monde soit à niveau, mais je vais les faire un peu plus compliquées quand même, un peu plus, de façon un peu plus théorique. La différence, vous allez vite voir que c'est différent quand même, par rapport à pile l'an dernier, quoi. C'est qu'on rentre plus dans le sujet, vous devez maîtriser un peu la théorie, quoi. Donc, moi, mon but, c'est pas de vous faire quelques algorithmes de ci, de là. Mon but, c'est que vous ayez une compréhension vraiment de ce qui se passe. Donc, panoramique. On commence par un petit panoramique. Alors, oui, il faut que je vous dise que j'ai des problèmes de main sérieux. Donc, d'ordinaire, j'écrivais tout le cours sur le papier, quoi, comme si je le faisais au tableau. Mais l'année dernière, en avril, j'ai eu des problèmes de main très sérieux. Je ne peux plus faire ça. Donc, cette année, je me méfie. Je vais y aller plus cool. Donc, un langage formel, c'est un ensemble de mots souvent. Merde. Alors, il faut que je fasse spotlight vidéo. Donc, en principe, là, même s'il y a des gens qui rentrent, vous allez toujours voir le cours. Hein. Donc, c'est un langage de mots souvent infini. Si vous ne voyez pas bien, vous me dites. Hein. Prenez le micro, vous me dites. Hein. Ça a été utilisé pour faire des langages naturels. Monsieur, c'est un peu flou. Moi, je vois rien. Le poli, il est là en l'envers, monsieur. Moi, je le vois à l'envers. Vous le voyez à l'envers? Ouais, c'est pas très... Là, c'est mieux, là? Oh. Ouais, là, c'est bon, mais faut pas bouger, en fait. Oui, je me rends compte. Là, je vois la même image que vous, donc je me rends compte un peu. Hein. Oui, je bouge le moins possible. Alors, le poli,
Une de mes stratégies par rapport à la distanciel, c'est de vous donner d'entrée de jeu tous les documents dont vous avez besoin, de sorte que vous puissiez les imprimer. D'accord? Vous avez trois documents sur eCampus, le cours, les énoncés des TD, les corrigés des TD. Vous avez aussi les corrigés, parce que je me suis dit, ben dans le fond, c'est la première année que je fais ça, je me suis dit, à cause du distanciel, c'est mieux que vous ayez les corrigés. Alors, c'est des recueils séparés, ça c'est pour éviter que vous vous corriger trop rapidement, quoi. D'accord? Et puis, de toute façon, les corrigés sont quand même assez difficiles à comprendre. Ce sont des corrigés à l'usage des enseignants plus qu'à l'usage des étudiants. Mais il y a quand même les indices qu'il vous faut pour faire les exos, d'accord? J'avais le projet l'an dernier de faire ça propre, mais je peux pas. J'ai des problèmes. Je suis handicapé des mains, en fait. Voilà, donc essayez d'imprimer ça à Paris. Vous pouvez envoyer le fichier, les récupérer par la poste si vous les envoyez par la poste, si vous n'avez pas l'imprimante. Ça coûte un peu cher, mais pas tant que ça. Si vous faites un seul PDF, ça ne va pas vous coûter une mensuelle. J'ai demandé à la secrétaire Sandrine si elle les faisait imprimer, mais ils ont dit non, c'est pas la peine, puisque si j'en viens pas à la fac, effectivement. De toute façon, je vous les filerai au partiel. Comme ça, vous les aurez pour la seconde moitié. C'est pour ceux qui n'ont pas réussi à imprimer. Et puis aussi pour le partiel. Donc, d'avoir les documents papier sur votre bureau en même temps que la session Zoom, ben, ça va, à mon avis, être très utile. D'accord? Donc, tout ce qui est marqué, de toute façon, je vous le dis. Donc, il y a donc, le langage formel, c'est la base de l'informatique. Et il y a 3 niveaux de langage. Chaque niveau est associé à un type de machine abstraite capable de reconnaître les mots du langage. Pour les 2 premiers niveaux, la machine abstraite est générée automatiquement. Et le 3e niveau, c'est le cas général de ce qu'on peut calculer avec un ordinateur, des langages qu'on peut calculer avec un ordinateur. En fait, donc ces 3 niveaux, ils sont là. Il y a les langages réguliers qu'on décrit avec des expressions rationnelles. Ça correspond à l'analyse lexicale de la phase de compilation. Et la machine abstraite, c'est l'automate d'état fini. Ensuite, il y a les langages algébriques qu'on spécifie avec des grammaires hors contexte. Ça veut dire qu'un membre gauche, il y a juste un seul symbole qu'on réécrit. Ça correspond à la phase d'analyse syntaxique de la compilation. Et il faut rajouter des piles à l'automate pour pouvoir reconnaître. Et non seulement l'automate à pile reconnaît le mot, mais il construit l'arbre syntaxique qui permet ensuite de continuer la compilation. C'est des langages, vous les avez déjà vus un peu l'an dernier, en pile, ainsi que ces 2 machines. Maintenant, on va les revoir en détail et vous allez pouvoir vous-même construire l'automate à pile. Dans certains cas, dans les cas faciles, qui permet d'analyser le mot et de construire l'arbre syntaxique. C'est un des objectifs précis du cours, c'est que vous soyez en mesure de construire cet automate à pile. Et le 3e niveau de langage, donc c'est la hiérarchie de Chomsky. Chomsky qui est un des personnages centraux dans la théorie du langage formel. Noam Chomsky. Il y a 4 niveaux en fait, mais le niveau 3, je vous en fais grâce parce qu'il est un peu compliqué. Le niveau le plus fort, c'est du langage récursif. Il suffit d'ajouter un contexte aux grammaires pour pouvoir le choper. Un contexte, ça veut dire qu'au lieu de réécrire un seul symbole, vous allez en écrire plusieurs en même temps qui sont côte à côte. Vous allez réécrire, par exemple, dans les grammaires
grammaire hors contexte, votre règle, c'est un truc de ce style. X flèche, je sais pas moi, A, B, Y, C. Ça, c'est hors contexte parce qu'il n'y a pas de contexte autour du truc que vous écrivez. Mais une grammaire sous contexte, vous allez écrire AX flèche, n'importe quoi. Ça veut dire que pour écrire X, il faut qu'il y ait un petit A à gauche, c'est le contexte. On peut même réécrire deux terminaux en même temps. Enfin, on réécrit non pas un seul truc, mais plusieurs trucs en même temps. Ça, c'est sous contexte. Avec ça, la machine abstraite dont vous avez besoin pour reconnaître des mots de ce langage, c'est la machine de Turing qu'on va aussi voir à la fin du cours. En fait, la machine de Turing, en fait, c'est vraiment une machine abstraite, c'est-à-dire que c'est un truc assez simple, comme l'automate à fini, automate à pile, sauf que au lieu d'avoir une pile, elle a un ruban. Elle a un ruban avec des symboles, une tête de lecture qui se déplace sur le ruban, d'accord, qui pointe sur un symbole. Et alors, le simple fait d'ajouter un contexte ou d'utiliser un ruban plutôt qu'une pile, vous fait d'un seul coup passer dans l'univers de tout ce qui est de tout ce qui est calculable. C'est-à-dire que les langages récursifs, une autre façon de présenter la chose, c'est les langages calculables, les langages pour lesquels on va pouvoir designer un algorithme qui permet de calculer le langage, de savoir si un mot est dans le langage. Donc, hyper simple, relativement simple, très compliqué. D'accord, c'est vraiment ce niveau-là devient le niveau de tout ce qui est calculable. Et c'est bien pour vous quand même qui êtes en L3 d'avoir des notions de calculabilité, de savoir que on peut définir des langages qui ne sont pas calculables. On va en définir dans le cours. Ça, c'est un panoramique général du cours. Donc, on va passer, on a 12 semaines, on va passer style à peu près 4 semaines là-dessus, 4 semaines là-dessus. Donc, 4 semaines là-dessus, 6 semaines là-dessus, 5-6 semaines là-dessus et 2-3 semaines là-dessus. OK. Panoramique. The panoramique. Et langage formel. Ah, il faut que je fasse rentrer les gens qui sont arrivés en retard. Putain. Donc, essayez d'arriver à l'heure parce que sinon, vous risquez de rester coincé dans la salle d'attente pour peu que je vous oublie pendant tout le cours. J'ai pas réussi à virer cette salle d'attente. Zoom se méfie maintenant, il a peur qu'il y ait des intrusions dans les réunions et il impose une salle d'attente ou bien un mot de passe. Donc, pour les langages formels, on utilise un alphabet qu'on a toujours sigma. Ouais, il faut que je foute ça comme ça. Sigma. Les trucs importants, je les renote sur la feuille. Ça. Dont les éléments sont appelés des lettres. D'accord. Alors, on peut utiliser des lettres minuscules pour sigma. En général, on utilise des lettres minuscules, d'accord, comme par exemple A, B, C. Mais parfois, on utilisera des signes comme plus, moins, ou parfois, on utilisera des chiffres. Enfin, on peut utiliser n'importe quel symbole. Et un mot, c'est une suite finie de lettres qu'on indice. D'accord. Donc, si vous avez un mot U, les lettres du mot U, c'est U1, U2, jusqu'à U, norme de U, parce que norme de U, c'est la longueur du mot. Donc, il y a, dans un mot U, il y a c'est longueur de U.
Alors, on note sigma étoile, l'ensemble des mots construits sur sigma. Et on munit l'ensemble de mots d'une opération interne qu'on appelle concaténation ou produit de concaténation. D'accord. Et qu'on note avec un point. Donc, si on a U et V, on peut construire U point V, qui est la concaténation de U et de V. Et bien sûr, U.V, c'est égal à, si je note ça W, W de I égale UI pour I plus petit que I compris entre 1 et N. Et W N plus J égale VJ. Ouais, bon, merde, putain, excusez-moi. Je pensais écrire tout seul dans mon coin, ça va pas aller. Pour J appartient à un P. Alors, c'est associatif. Ça veut dire que U concaténé avec V concaténé avec W est égal à U concaténé avec V concaténé avec W. Et il y a le mot vide pour élément neutre. Donc, le mot vide, epsilon, c'est... on note epsilon, le mot vide. C'est un mot qui n'a pas de lettres. Et c'est un mot casse-gueule. C'est-à-dire que quand vous voyez epsilon, ralentissez, conduisez à 30 à l'heure parce que vous risquez de vous faire un accident. Il y a toujours des embrouilles avec le mot vide. C'est un truc difficile à concevoir. Premièrement, pour l'écrire. Hein, si vous avez un mot qui n'est pas vide avec des lettres, par exemple le mot AB, vous écrivez AB. Le mot vide, vous ne pouvez pas l'écrire comme ça puisqu'il n'y a pas de lettres dedans. Vous n'avez pas envie de mettre un espace non plus parce que ça ne se verrait pas, c'est invisible. D'accord? Donc on note epsilon. Mais ce n'est pas une lettre epsilon. Il faut faire gaffe à ça. D'accord? Souvent, les étudiants pensent que c'est une lettre. Donc après ça, une fois qu'on a défini le produit, on peut définir la puissance énième d'un mot par récurrence en disant la puissance 0, U puissance, j'ai une erreur. On va dire U puissance 0 égale epsilon. Hein, c'est un peu comme on dit X puissance 0 est égal à 1. D'accord? C'est l'élément neutre. 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Epsilon, c'est l'élément neutre pour la concaténation. Donc, c'est logique. D'accord? Et puis après, on écrit U puissance n plus 1 est égal à U concaténé avec U puissance n. D'accord? Donc, si vous mettez AA au carré, ça fait A au carré, c'est égal à AA. D'accord? A puissance 3, c'est égal à A. C'est pratique de maîtriser la puissance. N'ayez pas peur de la puissance. Ça veut dire qu'on copie n fois A puissance n, on copie n fois le mot l'un à côté de l'autre. Alors, muni du produit concaténation et son élément neutre, sigma étoile est un monoïde libre. Un monoïde libre, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout mot est soit le mot vide, soit commence par une lettre A, auquel cas il peut s'écrire de manière unique sous la forme A.V. Pour un certain mot V, dont la taille sera diminuée. Donc, si vous avez une hypothèse de récurrence P, si vous voulez prendre une propriété P sur un ensemble de mots, vous pouvez procéder par récurrence, démontrer la propriété P sur le mot de longueur nulle, puis sur les mots de longueur n plus 1, en supposant qu'elle est vraie sur les mots de longueur n. D'accord? Un langage est un ensemble de mots. Alors, je vais rajouter un truc ici. Le plus souvent, infini. Gardez ça derrière la tête, d'accord? Ces langages, ils sont intéressants parce qu'ils sont infinis.
les langages finis sont tous les mêmes d'un point de vue formel, d'un point de vue théorique. D'accord. Il peut bien avoir 1 million de mots ou juste un mot, ce sera la même structure, ce sera fini. L'important, c'est qu'il sera fini. Tous les langages qui vont nous intéresser seront infinis. Et c'est parce qu'ils sont infinis qu'ils ont une structure intéressante qu'on analyse. D'accord. Alors, il y a un langage vide particulier qui est le langage qu'on note vide parce que c'est un des ensembles, donc on peut le noter vide. D'accord. Il y a un langage qu'on appelle langage unité qui contient seulement le mot vide. Et puis, on peut définir des opérations sur les langages parce que c'est des ensembles. Donc, on peut définir l'union du langage, l'intersection du langage. D'accord. Le complémentaire d'un langage aussi. Qu'on note comme ça. D'accord. Le complémentaire, on note avec une barre oblique dans l'autre sens. D'accord. Donc, le complémentaire de L, ça va être noté tous les mots moins L. Alors, ça, c'est des opérations ensemblistes. Hein. L'union, l'intersection, le complémentaire, c'est des opérations ensemblistes. À présent, puisque nos langages sont des ensembles de mots, on a aussi des opérations qui résultent de l'opération sur les mots, qui résultent de la concaténation. D'accord. Donc, on peut calculer le produit de langage. Qu'est-ce que le produit de langage? Ben, c'est l'ensemble des mots qui s'obtiennent en concaténant un mot du premier avec un mot du deuxième. Ce n'est pas le produit ensembliste. Le produit ensembliste de deux ensembles, ça fait des couples. Mais là, on n'a pas des couples, on obtient toujours des mots, pas des couples de mots. D'accord. Donc, si par exemple, vous concaténez AAA avec AB, AAB, vous obtenez AAAB, AAAB, AAB. AB, c'est le même. Vous voyez que AA concaténé avec AB, c'est pareil que A concaténé avec AAB. Dans les deux cas, ça fait AAB. Donc, votre produit n'aura juste que 3 éléments, parce qu'il y en a un qui se décompose de 2 façons différentes. Ça illustre l'entourloupe de base dans le produit et langage. Hein. Vous avez un langage avec 2 mots, un langage avec 2 mots, vous faites le produit, vous n'avez pas un langage avec 4 mots, vous obtenez un langage avec 3 mots. D'accord. Embrouille. Déjà, là, il y a embrouille. Donc, l'union intersection de langage, c'est facile. La concaténation, ça devient beaucoup plus compliqué, l'air de rien. D'accord. En plus, vous avez fait des exemples, des exercices pour vous familiariser avec ça. Donc, donc le langage unité, epsilon, c'est l'élément neutre pour le produit de langage. Quand vous continuez avec le langage unité, vous obtenez le même langage. Bah, on peut définir la puissance des langages, d'accord, tel que L puissance 0, bah, une fois de plus, c'est l'unité, c'est l'élément neutre, c'est-à-dire le langage unité. Et puis, pour obtenir le langage n plus 1, on multiplie par le langage Ln, d'accord. On définit ça par récurrence. Et à présent, il y a l'opération très élégante qui est l'étoile de Kleene, qui permet de passer à l'infini. Avec l'union intersection, si vous avez des langages finis, vous restez dans le fini. D'un seul coup, avec l'étoile de Kleene, ça vous fait un truc infini. C'est l'union de toutes les puissances. Mais dit comme ça, ce n'est pas très clair. Hein. Cette notation L étoile égale union pour les i de L puissance i, ça ne vous parle pas trop. D'accord. Ce qui est plus parlant, c'est de dire que L étoile, c'est en la rage de vivre le plus. séquence de mots de L. Il y en a un qui me parle là? Séquence de mots de L. Il y a des gens dans la salle d'attente. Admit all. Vous êtes sorti, vous êtes rentré là ou comment ça se fait que vous vous retrouvez dans la salle d'attente? Je vais essayer de virer cette salle d'attente la prochaine fois. Hein. J'ai pas eu le temps là. Donc, L étoile, c'est l'ensemble des séquences des mots de L. Je répète ça encore une fois parce que c'est important que vous compreniez bien ça. D'accord. Donc, pour obtenir un mot de L étoile à partir de L, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on choisit des mots dans L. Combien on en choisit? Un nombre fini. On ne peut pas choisir un nombre infini, ça prendra du temps. Quoi.
On choisit un certain nombre de mots dans L, d'accord, U1. Alors, U et V et W, on utilise ça pour noter les mots, d'accord. On choisit U2, U1, U2 jusqu'à UK. Et on fait le produit. D'accord? C'est aussi long que ça, d'accord. Alors, à l'étoile, c'est encore plus compliqué que la concaténation. D'accord? C'est difficile à appréhender. Donc, par exemple, si vous prenez AA étoile, bah, ça va être les mots E, AA, AA. Là, ce n'est pas un très bon exemple parce qu'il y a juste un seul mot dans L, d'accord? Mais bon, c'est quand même un exemple qui tient la route. C'est le mot ayant un nombre pair de A. On peut définir en compréhension. On définit souvent l'ensemble en compréhension dans ce cours. Pour ça, on ouvre une accolade. On dit c'est l'ensemble des U dans les mots construits avec A, tels que le nombre de A. Donc ça c'est le nombre de A. Hein. Norme de U, mais on met un petit A en indice pour dire qu'on considère la longueur, mais seulement sur les A. Bon, là, il y a avec des A de toute façon. Hein. Tel que le nombre de A modulo 2 est égal à 0. Le nombre pair de A. Parfois, on considère l'itéré strict du langage en mettant un petit plus. Hein. C'est comme N+, c'est l'ensemble des entiers moins 0. D'accord. Bah, L+, c'est l'ensemble des suites des mots de L moins epsilon. Parce qu'il y a toujours epsilon dans l'étoile, puisqu'il y a L puissance 0. Hein. Epsilon, il y a epsilon parce que c'est une séquence de mots où il n'y a pas de mots. D'accord. Donc, il y a des exercices qu'on va faire, on va faire un tout de suite, c'est démontrer l'égalité entre deux langages. On utilise deux outils pour faire ça. Hein. Excusez-moi. Oui. En fait, comment on remet à l'endroit le poly quand on regarde? Moi, je l'ai à l'endroit. Il y en a beaucoup qui l'ont à l'envers. Oui, c'est vrai. Parce que j'en vais à l'envers, c'est pour ça. Oui, c'est une bonne question. Moi, je l'ai à l'endroit. Je pense que la plupart des... C'est sur Chrome, ça bug. Ah oui, j'ai pas trop regardé le chat, là. On va voir le chat. Et les gens dans la salle d'attente. Ben ouais, putain, mais... ouais, il y a des gens dans la salle d'attente qui viennent tout le temps pendant le cours. Oui. Voilà, vous avez la réponse de Mathieu Bernard, là. Ah, vous êtes dans Chrome. Alors, je vous signale, celui qui s'est plaint, là, hein, il y a une manip à faire de base, hein, c'est d'installer Zoom. N'utilisez pas Zoom dans Chrome. Un des gros avantages de Zoom par rapport à Collaborate, c'est que justement, il fait pas, il sort du browser. Le fait que ce soit dans le browser, tous ces logiciels de visio, ça diminue la performance. D'accord. Avec Zoom, vous installez l'appli Zoom, vous l'installez cette appli. D'accord. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordi, mais vous l'installez. Parce qu'une fois que vous l'aurez installé, ça va marcher beaucoup mieux. D'accord. Donc, faites ça pour la prochaine fois. Installez Zoom. C'était marqué dans le mail que je vous ai envoyé. Donc, je m'excuse. Hein, dans le mail que je vous ai envoyé du latex pur parce que j'ai beaucoup de mal à taper au clavier. Hein. Pas mal de gens n'avaient pas reçu une mail. Ah oui. Alors, je vous pose une question. Parce que j'ai fait un mail, mais j'ai aussi fait un message sur le forum. Est-ce que vous avez vu le message sur le forum, certains d'entre vous? Parce que pour avoir accès au campus, c'est indispensable. Est-ce que vous pouvez me répondre si vous avez vu le message sur le forum et si vous avez... On n'est pas inscrit au cours. On a bien vu ça. Ah, putain. Mal barré, là. Bah, inscrivez-vous au cours. Bon, putain, ça va pas, ça. Bon, bah, je vais le dire à la secrétaire, là. Il faut vraiment que vous soyez inscrit au cours. Sur eCampus, vous n'avez pas utilisé eCampus au premier semestre? Si, mais en fait, monsieur, c'est pas nous qui choisissons qui on s'inscrit. Enfin, c'est les profs qui nous inscrivent et on ne peut pas s'inscrire à un cours et rentrer dedans si on ne nous a pas inscrits. D'accord. Ben, bonne précision. J'ai mis tous les documents sur le campus et. En fait, on n'a vraiment rien, genre on n'a pas du tout de cours. Du coup,
Ouais, je comprends. Bah écoutez, c'est la première semaine, hein, ça va s'arranger. La secrétaire m'a dit que ça allait automatiquement se faire. Peut-être c'est moi qui ai fait une mauvaise manip, je sais pas, je vais régler ce problème. D'accord. J'aurais peut-être dû achever le cours de l'an dernier pour que ce soit possible, je sais pas. Je vais mettre ça au clair. Hmm. Il y en a qui me dit il n'y a rien dessus. Non, ça doit pas être le bon truc. Alors. Ah, peut-être c'est un nouveau cours alors. Ah, il y a peut-être un nouveau cours que moi-même je suis pas dessus. C'est possible ça. Putain. Bon, c'est ennuyeux parce que pour le TD d'après, avec mon collègue, vous avez TD sur Collaborate et je vais. Et il y a une session qui est ouverte sur le cours et vous n'êtes pas dessus. C'est quand même assez dingue ça. Putain. Bon, dans le pire des cas, vous n'avez pas cours le mercredi matin à 8h30. Dans le pire des cas, le TD de 10h15 avec mon collègue, ça va rapporter le mercredi s'il y a un problème. Pendant la pause, je vais essayer de régler ce problème. Vous irez voir pendant la pause si vous avez accès au cours ou pas. Ça marche sur le chapeau de roue. Ah ouais, oui, 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 oui. Ouais, bah ça, c'est mon cours de l'an dernier. Je ne l'ai pas mis à jour. Il y a mon cours de l'an dernier, là. Mais il est correct. Hein. C'est sur. Il y a mon cours de l'an dernier qui est accessible au moins. Voilà. Bon, avec quelle étoile on choisit un seul mot dans le langage? Non, vous en choisissez plusieurs. Voilà, c'est ça. Bah, c'est celui-là, ouais, ouais, ouais. HTTP Campus Paris FR Course View. Putain, on me demande si j'ai accès à ce cours-là, moi. Non, j'ai pas accès à ce cours, putain. Ah, bah c'est ça, c'est le nouveau cours, en fait. Ouais, putain. Voilà. Compte local. Merde. Non, j'ai pas accès à ce cours, putain. À chaque, on a l'auto. Monsieur. Ouais, j'ai pas accès à ce cours-là. Donc, c'est mon nouveau cours et j'ai même pas accès dessus, putain. C'est balèze. J'essaie de faire un login et j'y arrive pas. Bon mais. Attendez, je vais me connecter sur le campus, peut-être ça va mieux marcher. 2 secondes. Login. Ouais. Vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours. Ah, je peux m'inscrire à ce cours. Bon, j'ai bien compris, il faut que j'obtienne l'accès à ce cours-là. Bon, je vais régler ça plus tard. Je finis mon cours là, puisque je vous ai là. L'étoile, c'est pour définir les mots. Non, non, l'étoile, c'est l'ensemble des séquences de mots de L. Donc, pour construire un mot de L étoile, vous prenez une séquence de mots dans L et vous les mettez bout à bout. Celui qui pose la question, c'est qu'il était en retard, sans doute. Donc, quand vous voulez démontrer l'égalité entre deux langages, soit vous utilisez des manipulations algébriques. Bon, je reviens sur Zoom.
zoom. Ouais, c'est pas là, zoom. Soit utiliser des manipulations algébriques en utilisant les propriétés ensemblistes de l'union et du produit. Par exemple, l'associativité de l'union ou la distributivité de l'union sur le produit. Donc ça, on va le démontrer. D'accord? Soit on fait par la double inclusion. Donc, on va démontrer, on va utiliser la double inclusion pour démontrer la distributivité de l'union sur le produit. Donc, je passe en mode tableau blanc improvisé. Donc, on va montrer par double inclusion que A union B point C est égal à A concaténé avec C union B concaténé avec C. Si vous avez deux langages, au lieu de l'union, on pourrait mettre un plus ici, parce que c'est des langages. Non, c'est une union de langage. Donc, si vous avez un langage union, un autre, et que vous concaténez avec un troisième, là, ça revient à prendre le premier, concaténer avec le troisième, union, prendre le deuxième, concaténer avec le troisième. D'accord? Hein, c'est un peu comme si vous avez x plus y fois z est égal à x fois z plus y fois z. C'est la distributivité, ça s'appelle. Distributivité. Donc, j'appuie sur un bouton sans faire exprès. Ok, donc on démontre ça par la double inclusion. Pourquoi est-ce qu'on démontre ça par la double inclusion? Parce qu'en fait, une égalité, ça c'est un langage décrit par une expression algébrique, et ça aussi. Donc quand on veut montrer une égalité entre langages, en fait, ce qu'on veut montrer, c'est une égalité entre ensembles, puisque les langages sont des ensembles de mots. D'accord? Pour démontrer une égalité entre ensembles, on utilise la double inclusion. D'accord? Ça, c'est L1. Ça, c'est L2. On veut démontrer L1 égale L2. On démontre L1 inclus dans L2 et L2 inclus dans L1. Et comme ça, on montre que L1 égale L2. Donc, on veut montrer, alors, commençons par un des deux, hein, montrons, alors, ça c'est les trucs que je vous demande on fera en TD, que je vous donne l'examen. C'est pour ça que les trucs que je souhaite particulièrement que vous reteniez, ben, je vous les fais au papier, au tableau. Je pense que là, vous voyez assez bien. Si ce n'est pas le cas, vous me dites. Il y a une erreur sur le poly. Bon, ben, autant pour moi, excusez-moi. Il y a une erreur sur le poly. Je suis un spécialiste des erreurs débiles. Je m'excuse. Je vous prie de m'excuser. Donc, montrons d'abord A union B, on continue avec C, est inclus dans A, on continue avec C, union B, on continue avec C. Alors, on va montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend un élément dans le premier ensemble. Donc, on écrit soit, alors les mots, on les appelle UVW, donc je l'appelle petit u, soit U. Marquez celui-là, je l'appelais plutôt W parce que c'est un gros mot, d'accord? Soit W appartient à ce truc-là, dans le premier. On prend un mot dans le premier et on montre qu'il est dans le deuxième. Soit W appartient à union B, on continue avec C. Là, il y a des parenthèses implicites. Hein. Au niveau des précédences, l'union associe plus étroitement que concaténer. Concaténer a une précédence plus forte.
Donc, on veut montrer que ce mot appartient à l'ensemble de droite. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on applique les définitions. On déroule, le truc se déroule tout seul. D'accord? Du fait que W appartient à A union B point C, on en déduit que on applique la définition du produit. D'accord? Le truc extérieur, c'est le produit. C'est A union B point C. Donc, comme il appartient au produit de A union B et de C, on applique les définitions. Je l'écris ça. On applique la définition du produit, peu de langage. Je prends le temps d'écrire un peu les trucs clairs. Donc, W appartient à L1.L2. Ça implique qu'il existe U et V. Alors, il existe U appartenant à L1. Il existe V appartenant à L2, tel que W égale U.V. D'accord? Ça, c'est la définition du produit de langage. Donc là, mon L1, c'est A union B. Mon L2, c'est C. D'accord? Donc, ici, au lieu de m'écrire L1 à L2, j'écris A union B point C. Et là, L1, c'est A union B. Et L2, c'est C. D'accord? Je vais remplacer. Hein. Très bien. Alors, U appartient à A union B. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin maintenant? Ben, il y a deux cas. Soit U appartient à A, soit U appartient à B. Il faut faire des cas, dans ces cas-là. D'accord? Cas 1. U appartient à A. Ben, si U appartient à A et V appartient à C, ça implique que U.V appartient à A.C. Et A.C, il est inclus dans A.C union B.C. C'est celui-là, on va arriver à celui-là. C'est celui-là dans lequel on va arriver, d'accord? Oui, parce que quand on rajoute un truc, ça ne fait que l'augmenter, d'accord? Celui-là est inclus dans celui-là, donc ça implique que W, ça c'est W. W appartient à A.C union B.C. Donc on est parti d'un W dans A union B.C et on a montré qu'il était bien dans. On est parti d'un W là-dedans, on a pris un mot au hasard là-dedans, on a montré qu'il était bien là-dedans. Donc on a fini la démonstration dans le cas 1. Maintenant le cas 2. C'est quoi? Ben, c'est U appartient à B. Alors là, on peut faire deux choses. Si on est un bon étudiant et qu'on a confiance en soi, on peut directement écrire c'est symétrique. C'est toujours symétrique, ces trucs-là, d'accord? D'accord. Et s'arrêter là, parce que le K1 et le K2, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais si vous êtes moins sûr de vous, vous faites le même raisonnement, d'accord? Vous écrivez que U.B, U.V appartient à B.C. Oula, un beau sujet là. Qui est inclus, lequel est inclus dans A.C. Ah non, j'ai plus de crayon, putain. Il faut que je remette des mines dans mon. Ah si, il y en a des mines. J'entends des bruits bizarres d'aquarium. Donc B.C est inclus dans A.C union B.C. Donc ça c'est W. Donc W appartient à A.C.
union B.C. Donc, dans le cas 2, on arrive aussi à montrer que si W appartient à union B.C, W appartient à A.C. Donc, on a montré cette inclusion. Maintenant, il faut qu'on montre l'autre inclusion. Et c'est un peu laborieux, c'est comment dire, c'est une démonstration mathématique dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, c'est laborieux, mais on y arrive tranquille, quoi. Et c'est le genre de truc que je vous demande de savoir faire, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vous demande dans ce cours de maîtriser un peu les démonstrations. Donc maintenant, il faut qu'on montre l'autre truc. Hein, faut qu'on montre que A.C union B.C est inclus dans A union B.C. Eh bien, on fait le même donc dans l'autre sens. Hein. L'autre inclusion. On fait le même raisonnement. On prend un W dans le premier, soit W appartient à A.C union B.C. Il faut qu'on montre qu'il arrive dans celui-là, dans l'autre. D'accord ? Oui, mais vous pouvez. Ouais. Oui, je décale. Je surveille mon image. Hein, je surveille. Mais c'est bien que vous me dites. Alors, c'est comme tout à l'heure, on a une union. Qui dit union, on dit deux cas. Donc, on va faire le cas 1. D'accord ? Puis le cas 2, on ne le fera pas, on dira que les symétriques. D'accord ? W appartient à A.C. Ben, on applique la définition du produit. Donc, il existe U appartient à A. Il existe V appartient à C, tel que W est égal à U.V. Donc, U appartient à A, ben, ça veut dire que A est inclus dans A union B. D'accord? Donc, W appartient à A, ça implique que W appartient. Non, U appartient à A. Ça implique que U appartient à A union B. Ben donc, U appartient à A union B et V appartient à C. Ça implique que W qui est égal à U.V appartient à A union B. Ok, j'en ai encore qui se pointent là. Donc, j'ai fini le cas 1 et le cas 2, ce coup-là, je ne vais pas m'ennuyer, je veux dire, c'est symétrique. D'accord? Voilà, on a fini la démonstration par double inclusion. Ça vous a plu? Alors, la distributivité, ça se fait dans les deux sens. Hein. A union B.C est égal à A.C union B.C. C'est valable si le C.A union B est égal à C.A union C.B. C'est valable si le C est dans l'autre sens, bien sûr. Alors maintenant, donc on va faire une autre démonstration dans ce style dans le TD, comme vous l'avez fait en cours, ça va bien se passer, je pense. On va considérer l'intersection et là, il y aura un problème, vous allez voir. Et maintenant, il y a une autre démonstration. Est-ce que je la fais? Est-ce que je la zappe? J'ai envie de la zapper. Oh, si, non, je ne vais pas zapper. Je vais la faire. Donc, vous avez déjà, à ce stade du cours, je trouve ça sympa, hein, vous avez le lemme d'Ardenne. Alors, pourquoi je vous donne à faire le lemme d'Ardenne? Parce qu'on va s'en servir. Grâce au lemme d'Ardenne, on va pouvoir calculer, c'est assez marrant, le langage reconnu par les automates d'état fini. Vous allez faire ça, ce lemme sera utilisé plus tard. Je démontre de lemme, j'introduis des lemmes que lorsqu'ils sont vraiment utiles. Et ce lemme sera utilisé, d'accord?
Donc, on considère deux langages AB, d'accord? Alors, il y a un truc important, c'est qu'epsilon n'appartient pas à A, d'accord? Le mobile n'appartient pas à A. On considère l'équation L égale A, L union B, d'accord? Qu'on peut écrire aussi L égale AL plus B. Le plus et union, on utilise les deux. Et puis le point, des fois, on le banalise, d'accord? C'est comme on écrit X fois Y quand on est à l'école élémentaire, puis après on écrit XY, d'accord? On oublie d'écrire le multiplié. D'accord? Donc cette équation-là, L égale à L plus B, c'est une équation assez intéressante. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite du cours. Et bien, si epsilon n'appartient pas à A, il y a une seule solution, d'accord? Une seule solution. Une seule solution. Il y a une solution, elle est unique, d'accord? C'est quoi la solution? C'est A étoile B. L égale A étoile B. D'accord? Alors, on peut vérifier que ça marche. Hein. Si vous prenez L, on considère L égale A étoile B. D'accord? On pose que L est égal à soi. On regarde ce qui se passe quand on fait AL plus B. Bon, j'écris plus, je trouve ça plus sympa d'écrire plus, d'accord? Plutôt que l'union. Hein. Vous avez compris que c'est pareil. Ça fait quoi? Ça fait A fois A étoile B plus B. D'accord? Bah, A fois A étoile, ça fait. Alors, je peux mettre B en facteur, parce que je viens juste de voir que le B, en fait, j'écris toutes les étapes, histoire que vous suiviez quand même. Hein. Plus epsilon fois B. D'accord? Parce qu'epsilon, c'est neutre. Donc, ça fait. Je mets ça en facteur, ça fait A.A étoile plus epsilon. D'accord? Je distribue dans l'autre sens. Je factorise. On appelle ça factoriser. Hein. L'inverse de distribuer, c'est factoriser. Là, j'ai un machin fois B. Là, j'ai un machin fois B. Ben, j'écris, c'est égal à ce machin plus ce machin fois B. D'accord? Je factorise. C'est la distributivité qu'on vient de voir, mais dans l'autre sens. De critérium. D'accord. Fois B. D'accord. Et A fois A étoile plus epsilon, ben, c'est A étoile. Donc, vérifie bien l'équation, d'accord? Pourquoi? Parce que on s'en rend compte. On s'en rend compte en écrivant, d'accord? A étoile, c'est A0, A1, AN, etc. D'accord? Fois A est égal à A1 plus A2 plus, etc. plus AN. D'accord? Quand on multiplie les puissances par A, le A0 devient 1, le 1 devient A2, le A2 devient 3, etc. Donc, si on rajoute maintenant epsilon, ben, ça fait epsilon, le epsilon qui manquait à 0. D'accord? Donc ça c'est égal à A étoile. Ok, tout le monde est arrivé en cours, c'est cool. Donc, A étoile B, vérifie bien l'équation L égale à L plus B. Maintenant, il faut montrer que la solution est unique. Alors, comment est-ce qu'on montre ça que la solution est unique? Je vais prendre une autre feuille. Bon, j'espère que je pense que ces démonstrations plaisent à ceux qui ont un peu l'esprit mathématique. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je pense que ça vous fait du bien de faire un peu des choses, comment dire, formelles. Donc maintenant, on va montrer l'unicité. Parce que vous avez fait des maths, hein, ça va, mais c'est des maths spéciales. C'est des sortes de maths spéciales qu'on fait toujours en informatique. Et c'est bien d'en faire un peu quand même. Donc, montrons l'unicité. Comment est-ce qu'on montre l'unicité de cette solution? Eh bien, on suppose qu'il y en a une autre et on montre qu'elle est égale à A étoile B, d'accord? Soit L, alors je reprends L, une solution quelconque. Une solution quelconque. Montrons
ben, on montre que cette solution de L égale A étoile B. D'accord? On montre que cette solution est égale à ça. Comment est-ce qu'on montre que cette solution est égale à ça? Eh ben, une fois de plus, on a une égalité entre langages. Les langages sont un ensemble de mots. Égalité entre langages, il faut démontrer une égalité entre ensemble. On utilise la double inclusion. Voilà, ça, c'est des réflexes que je veux qui soient en place chez vous, d'accord? Donc, double inclusion. Donc, A étoile B est inclus dans L. Donc là, j'ai dans le cours, là, je ne vais peut-être pas tout réécrire. Je vais rapprocher. Oh putain. Il y a des. J'ai une table qui se lève toute seule, mais après, il y a des. Ça coince quelque part. Bon, ça va aller, je pense. Donc, on montre d'abord que A. Vous arrivez à voir? Attends, je peux ah, il y a un truc aussi. Marc, non, c'est clair. Ah ouais, c'est là où ça coince. Voilà. Donc, en substituant L-1 fois L par L plus B dans le membre droit, on obtient L égale. Je peux faire le début, d'accord? Je substitue L. Donc, j'ai L égale AL plus B. Vérifie l'équation, d'accord? Si je remplace L par L plus B, j'obtiens L égale A L plus B plus B. J'obtiens A2L plus AL plus B. Maintenant, je peux recommencer ce truc-là. Hein. Bon, je peux mettre L en facteur aussi. Hein. Non, c'est A2. A fois AL plus B, A2L plus AB, excusez-moi. Maintenant, je peux remplacer L encore une fois. Hein. A2L plus AB. Vous voyez, je réutilise encore la distributivité. La distributivité, c'est avec l'union, c'est quand même pratique. Hein. Ça sert beaucoup. Donc, je remplace encore L par L plus B. J'obtiens A2 AL plus B plus AB plus B. J'obtiens A3L plus A2B plus AB plus B, etc. Vous voyez que je continue comme ça. À chaque page, j'obtiens un ANB qui se rajoute. D'accord? Donc, plus généralement, je vais avoir L égale ANL plus AN-1B plus AN-2B plus B. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? On voit apparaître ici. On peut mettre B en facteur. Hein. Si on met B en facteur, on va apparaître L égale ANL plus AN-1 plus AN-2 plus A plus epsilon fois B. Donc là, c'est les débuts du terme de A. Excusez-moi, c'est les débuts du terme de A étoile. D'accord? Ça, c'est les mots de. Ça, c'est les mots formés d'une séquence de un mot de A, de deux mots de A, L-2 mot de A, L-1 mot de A. D'accord? On va apparaître A étoile ici. D'accord? Donc, tu vas assez loin. N'importe quel mot de A étoile va apparaître ici. Donc, on en déduit que. Et ça, c'est une union. L égale ce machin plus un truc qui devient aussi gros qu'A étoile B. Donc, on en déduit que A étoile B est inclus dans L. Si on va assez loin, d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Qui peut être clair là? Oui, une remarque? Quelqu'un qui veut dire un truc? On voit apparaître A étoile B. On voit que L est égal à un HBINS AN puissance L. D'ailleurs, je vais m'en servir de ce truc-là. Hein. Plus un machin qui, si on va assez loin, on va faire apparaître toutes les séquences de mots de A. On va avec B. Donc A étoile B. Donc maintenant, il faut montrer dans l'autre sens que L est inclus dans A étoile B. On prend un mot donc dans L et on choisit
n égale L plus 1 dans cette équation-là. D'accord? Maintenant, on va montrer montrons que L est inclus dans A étoile B. Donc, on prend U appartient à L, U de longueur N, U de longueur L. Et là, on choisit N égale L plus 1 là-dedans. D'accord? Donc, N-1, ça fait L. N-2, ça fait L-1, etc. D'accord? Donc là, on obtient L-1, on obtient cette équation-là. D'accord? On sait que ça, c'est vrai. D'accord? Bon, mais et là, on fait jouer le fait que U n'appartient A ne contient pas epsilon. D'accord? Donc, U, il appartient à L. L est égal à ça. Donc, U, il est inclus là-dedans. D'accord? Alors, où est-ce qu'il est inclus exactement? On voudrait qu'il soit inclus là-dedans parce que ça, c'est dans l'étoile B. Et on va montrer que U appartient à l'étoile B. Donc, on voudrait qu'il soit inclus là-dedans. Pour qu'il soit inclus là-dedans, il suffit de montrer qu'il n'est pas inclus là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas inclus là-dedans? Parce que les mots qui sont là-dedans comprennent deux facteurs. Un facteur dans A puissance L et un facteur dans L. Mais A puissance L, quand il n'y a pas epsilon dedans, A puissance L, c'est quoi? C'est les mots formés de L mots de A. D'accord? Et dans chacun de ces mots de A, il n'y a pas epsilon. Donc les mots de A puissance L sont de longueur. Non, c'est A puissance L plus 1 en fait ici. Les mots de longueur A puissance L plus 1, parce que j'ai remplacé N, j'ai posé N égale à L plus 1, d'accord? Les mots de A puissance L plus 1 sont de longueur au moins L plus 1. D'accord? Parce que ils sont L plus 1 facteur dans A et qu'il n'y a pas epsilon dans A. Là, vous comprenez pourquoi l'hypothèse epsilon n'appartient pas à A joue. D'accord? Mais U, donc quand on multiplie par un mot de L, ça reste. Alors, L, il pourrait y avoir epsilon dedans, on n'en sait rien. Mais, quoi qu'il en soit, quand on rajoute un mot derrière, ça va toujours être de longueur au moins L plus 1. D'accord? Donc, les mots de A, L plus 1, L, ils sont aussi de longueur au moins L plus 1. On a rajouté un truc derrière. D'accord? Donc, mais U, il est de longueur L. On a tout construit en fonction de ça. D'accord? Donc, donc j'en déduis que U n'appartient pas à A puissance L plus 1 L. U appartient à L plus 1 L plus ça, il n'appartient pas à ça, donc il appartient à ça. D'accord? Donc ça implique que U appartient à L plus A L moins 1 plus A plus epsilon B. C'est ce qu'on veut démontrer, ça c'est inclus dans A étoile B, d'accord? Donc on a montré ce qu'on voulait montrer. On a pris un U appartient à L au hasard et on a montré qu'il appartient à étoile B. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette démonstration? Je l'ai refait un peu à la main parce que je pense que c'est plus clair quand je l'ai fait à la main que quand vous avez ce texte-là. Vous avez quand même le texte que vous n'avez pas tardé à avoir sur le campus. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Pas de questions. Donc, ce petit préambule sur le langage formel, c'est pour montrer qu'on peut faire des raisonnements sur les langages, des démonstrations, des égalités de langage. Maintenant, on arrive aux expressions rationnelles.
Donc, l'expression rationnelle, ça sert à désigner des langages de façon simple en utilisant des opérations sur les langages. D'accord. En utilisant des opérations sur le langage, on va pouvoir construire des langages un peu compliqués. Donc, on peut faire l'union donc, voilà, du style, par exemple, A étoile. Ça, c'est une expression rationnelle. D'accord. Mais on peut aussi écrire A plus AB étoile. Alors, qu'est-ce que vous avez dans ces trucs-là? Vous avez des lettres. Alors, vous avez des trucs implicites. Là, il y a un point entre les deux, vous voyez. Vous avez des lettres, vous avez des points, bon, les parenthèses, l'étoile, le plus. Voilà. Juste avec ces... puis il y a aussi epsilon. Des fois, on peut rajouter epsilon. Donc, juste avec, finalement, la liste de ces symboles, étoile plus... Alors, l'étoile, je vais le mettre ensuite parce que c'est plus compliqué. Et le plus, le multiplier... Alors, les lettres, on commence par les lettres. Là, A, B, ensuite le plus, le multiplier, ensuite epsilon, et ensuite l'étoile. Et puis aussi des parenthèses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Les parenthèses, il y en a dans les deux sens. Hein. Juste avec 8 symboles. Alors, ici, j'ai A, B, j'ai 2 symboles parce que mon alphabet de départ, il est juste 2 symboles, d'accord? Juste avec 8 symboles, je peux construire des mots qui permettent, ces mots-là sont des mots spéciaux. En fait, ils décrivent eux-mêmes des langages. Ce n'est pas juste des mots, d'accord? Mais c'est des mots formés sur l'alphabet. Donc, si j'ai au départ, j'ai un alphabet qui est égal à AB, d'accord? Je peux construire un nouvel alphabet, si vous voulez, sigma prime, qui est égal à ce truc-là, d'accord? A, B, point, plus, epsilon, étoile, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 symboles de plus. Eh bien, les mots sur sigma prime, d'accord, désignent des expressions rationnelles. Alors attention, c'est pas n'importe quel mot, d'accord. D'accord, faut que les parenthèses. Si par exemple j'écris ce truc-là, ça marche pas, d'accord. Faut que les mots, faut que ce soit des expressions bien formées, d'accord. Donc, si j'ai E1, une lettre est dans rat, epsilon est dans rat. Si E1 et E2 sont dans des expressions rationnelles, E1 plus E2 c'est une expression, E1.2 c'est une expression, E1 étoile c'est une expression, et E entre parenthèses c'est une expression. Puis on a la règle de précédence, d'accord. Donc si j'ai par exemple l'étoile est précédente au produit qui a une précédence sur la somme. Donc si j'ai U point V plus W, eh ben, j'aurai des parenthèses ici. D'accord? Implicites. Si j'ai U point V étoile, eh ben, j'aurai des parenthèses ici. D'accord? Enfin, plutôt ici. Implicite. D'accord? À cause de sa règle de précédence. Donc, il y a des parenthèses. Les règles de précédence sont faites pour éviter pour économiser des parenthèses. D'accord? Donc, ces mots, comme ils décrivent des expressions rationnelles, ils ont associé à un langage dit rationnel, qui est défini aussi par induction, de façon évidente. Hein. Donc, le langage d'une lettre, c'est la lettre. Si c'est epsilon, c'est le mot vide. Le langage. Et puis, le langage de E1 plus E2, c'est le langage de E1 union le langage de E2. Le langage de E1, quand on n'a que 2, c'est le langage de E1 quand on a le langage de E2. Le langage de E étoile, c'est le langage de E étoile. Le langage de, entre parenthèses, c'est le langage de E. Donc, ça, en fait, comment dire, ça surprend. On a l'impression qu'on dit rien, d'accord? Si on dit quelque chose, d'accord, parce que là, à gauche, on a des mots et à droite, on a des ensembles, d'accord? Ça, c'est juste un truc que vous écrivez avec des séquences de symboles. Ça, c'est un ensemble de mots. Donc, il faut garder à l'esprit quand même que c'est des choses différentes, d'accord? Et que quand on écrit une expression rationnelle, en fait, constamment, on fait une espèce d'abus de langage, d'accord?
on identifie l'expression rationnelle au langage qu'elle dénote. OK? Donc, si j'écris AA étoile, vous ne voyez pas parenthèse AA, parenthèse étoile, vous ne voyez pas un mode 5 lettres, vous voyez l'ensemble epsilon, AA, AA, vous voyez cet ensemble. Mais c'est le langage dénoté par cette expression rationnelle. D'accord? C'est pas, comment dire, ça ne casse pas les briques, mais enfin, il faut l'avoir à l'esprit. Moi, j'ai l'impression que tout le monde suit parce que j'ai plus de messages sur le chat et personne dans la salle d'attente. Alors, il y a plusieurs façons de décrire le même langage. D'accord? C'est ce qu'on appelle les expressions rationnelles distinctes peuvent dénoter le même langage. Par exemple, A plus B étoile est égal à A étoile, B étoile, étoile. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? En faisant des manipulations algébriques, en faisant des doubles inclusions. D'accord? Bon, l'union est associative, donc on a R plus S égale S plus R. Non, elle est commutative, excusez-moi. Elle est associative. Donc on a R plus S plus T égale R plus S plus T. La concaténation est associative, donc on a R concaténé avec S concaténé avec T qui est égal à R concaténé avec S concaténé avec T. Il y a la distributivité dans les deux sens. On l'a démontré dans ce cours avec l'union du plus sur le concaténé. Bon, il y a ce truc à la con. Quand vous prenez l'étoile de l'ensemble vide, ça fait epsilon. Il n'y a que epsilon qui rentre dedans, puisque les séquences de mots dans vide, il n'y en a pas. Si vous prenez deux fois l'étoile, ça ne change pas. Les séquences de mots de R sont des séquences de mots de R. D'accord. Et puis, si vous prenez une séquence de mots de R suivie d'une séquence de mots de S, vous faites une séquence de ces mots-là, ça fait une séquence de mots de R ou S. D'accord. On va en démontrer quelques-unes en TD grâce à la double inclusion. Il n'existe pas de forme canonique d'expression rationnelle. D'accord. Et pour démontrer que deux expressions rationnelles dénotent le même langage, c'est possible, mais ce n'est pas évident. Il existe un algorithme qui peut faire ça. D'ailleurs, c'est des questions de partiel, tout ça, hein, de compréhension. Mais ce n'est pas évident. En fait, il faut construire l'automate d'état fini associé aux expressions. Parce que on ne sait pas directement avec l'expression rationnelle, je ne pense pas qu'on puisse facilement démontrer que deux expressions rationnelles dénotent le même langage. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est construire automatiquement l'automate d'état fini associé à une expression rationnelle. Et ce qu'on sait faire aussi, c'est montrer que deux automates d'état fini décrivent le même langage. On prend le minimal et le minimal est unique. Donc, on arrive à la section automate d'état fini. Bon, automate d'état fini, c'est un truc très général qui est utilisé dans plein de disciplines, en physique, dans les circuits électriques, dans les systèmes réactifs. D'accord? Et alors, ce qui est important dans la dénomination automate d'état fini, c'est le mot fini, qu'on a tendance à oublier. L'ensemble des états, donc un automate fini, c'est un triplet sigma Q delta au départ. Bon, après, il y a d'autres choses qui se rajoutent, mais au départ, on peut déjà définir juste sigma Q delta, d'accord? Sigma Q delta. Donc, c'est des termes, pour nous faciliter la vie, on utilise toujours ces lettres-là, sigma Q delta. Sigma, c'est un alphabet, c'est le vocabulaire de l'automate, d'accord? L'automate va bouffer des mots dans sigma étoile. Q, je ne sais pas pourquoi, mais on l'utilise pour désigner les états Q. Il va sûrement y avoir une raison à ça. C'est valable en physique aussi, d'ailleurs, c'est marrant. C'est les états de l'automate. Et il est fini. Là, je souligne encore, c'est ce qui est le plus important. Automate d'état fini. Automate d'état fini. Il y a un ensemble fini d'état. Il peut être grand, très grand, très très grand, mais il doit toujours être fini. Et puis la fonction de transition sigma delta de Q croix sigma dans Q. Alors, c'est une application partielle. On oublie souvent qu'elle est partielle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est partielle? Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément définie partout. D'accord?
Donc, je donne un exemple, d'accord. Ici, on considère. Alors, je note souvent mes automates sous une forme, comment dire, très compacte. D'accord. Donc, si on a delta QA égale Q', on note ça aussi Q' étant le A sur la flèche. D'accord. C'est plus clair. C'est important de maîtriser la notation delta, parce que je vous demande de savoir construire les automates affinies de façon abstraite dans ce cours-là. Vous avez déjà fait ça un peu dans l'année, mais pas beaucoup. Donc, si on est dans Q0 avec 1, on va dans Q1. Avec 0, on va dans Q2. D'accord. Si on est dans Q1 avec 0, 1, on va dans Q1. D'accord, c'est fini. Donc ça, c'est la table de delta, d'accord. Ça, c'est la table de delta. Maintenant, c'est pas forcément très clair. Donc, on préfère représenter l'automate de Taffini en mettant les états explicitement, Q0, Q1, Q2. Donc, Q0 avec 0, on va dans Q2. De Q1. Ah non, excusez-moi, c'est avec 1 qu'on va dans Q2. Avec 0, on va dans Q1. Donc, quand on a, excusez-moi, quand on a deux symboles sur la même arête, on peut écrire les deux sur l'arête, d'accord. Ça va avoir un dessin plus compact. Déjà qu'il y a une transition, on met une flèche. Et donc, on obtient notre petite automate. Ça va reconnaître le nombre binaire, mais avant de dire que ça reconnaît le nombre binaire, il faut que je dise c'est quoi la notion de reconnaissance. D'accord. Mais là, on note que déjà que le delta, il est partiel. Parce que de Q2, on ne repart pas de Q2. La transition est définie pour Q0, 0,1, pour Q1, 0,1, mais pas pour Q2. D'accord. Donc, que se passe-t-il si on repart avec 1 et 0 de Q2? Ben, on ne sait pas. D'accord. Delta est partiel. Partiel. Bon, il est quelle heure là? Ah ouais, j'ai encore 7 minutes. Ça, Donc, on peut rajouter. Alors pour tout le monde. Alors, si le delta n'est pas partiel, l'automate est dit complet. D'accord. Donc, pour les transitions qui ne sont pas définies, on peut le compléter en rajoutant un état spécial qu'on appelle l'état poubelle. D'accord. Je note P comme poubelle. Et on ne sort pas de la poubelle, une fois qu'on rentre dans la poubelle, on y reste. D'accord. Et ça fait un automate qui, on va le voir reconnaît le même langage. Donc, il y a une notion de reconnaissance, d'accord, qui est oui. Alors, excusez-moi. Quand on a un automate complet, en fait, il y a un état qui est initial, qui est souvent Q0, d'accord. Eh bien, quand on a un mot de lettres, puisqu'il est complet, toutes les transitions sont définies, donc on ne va jamais bloquer. Là, tout à l'heure, on bloquait sur Q2, mais par exemple, maintenant, on ne bloque plus. Donc, si j'ai par exemple le mot 1, si j'ai le mot 0, 1, tout à l'heure, je disais 0, j'arrive dans Q2, je disais 1, j'allais nulle part. Maintenant, je vais dans la poubelle.
Donc, vous voyez que pour l'automate complet, il existe un unique état. Pour chaque mot, il existe un unique état tel que, en lisant le mot et en se promenant sur les transitions d'automate, on arrive dans un nouvel état. Donc, il existe complet implique on étend delta au mot. Avant, on définit delta pour les lettres, et comme c'est complet, on peut le définir sur les mots, d'accord? Delta, donc Q, U, et comme tout à l'heure, on écrivait des lettres ici, Q0, Q', maintenant on peut écrire un mot. Q, de Q, en lisant U, on arrive à Q'. Et pour arriver à Q', il est défini comment Q'? Ben, on lit Q, on lit U0, on arrive dans Q1, on lit Q1, on arrive dans Q2, etc. Et quand on lit U, le dernier U, d'accord, UK, on arrive dans Q'. D'accord. On considère la suite des états. Donc, on se promène dans l'automate en lisant les lettres au fur et à mesure. Je savais déjà ça, mais enfin, je le rappelle quand même. Hein. Et une fois qu'on a défini ça, on peut définir un état initial, le calcul d'un automate, d'accord. On peut rajouter deux éléments dans l'automate qui est l'état initial et l'ensemble des états finaux. Et un mot sera reconnu dans l'automate s'il existe un calcul ici. Ici, si quand on parle d'état Q0, on arrive à un état final après avoir lu le mot W. D'accord. On note langue de A, le langage des mots reconnu par l'automate A. Et un langage reconnu par l'automate est dit reconnaissable. Et on note rec, l'ensemble des langages reconnaissables. Quand on ajoute une poubelle, ça ne change pas les mots reconnus. D'accord. Parce qu'avant la poubelle, on bloquait. 0 n'était pas reconnu parce qu'on bloquait. Donc, il n'y avait pas de calcul qui terminait dans un état final, puisqu'on bloquait. Après ajouter la poubelle, on ne bloque pas. Par contre, on arrive dans la poubelle et on y reste. Donc, on n'arrivera pas dans l'état final non plus, parce que la poubelle n'est pas finale. Donc, lorsque l'automate est complet, on peut dire qu'un mot dans le langage, c'est seulement si. Puisque delta est défini sur les mots, c'est seulement si l'image de l'état Q0 du mot appartient à l'état final. D'accord. Donc, pour notre automate, il est, c'est ces deux états qu'on va dire qui sont finaux. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle connaît? Ben, elle connaît les mots, les entiers écrits sous une forme non redondante. C'est-à-dire que il y a deux choix possibles pour les entiers. D'accord. On peut dire que ça, c'est un entier. On peut dire que non. Il ne faut pas que ça commence. Il faut pas qu'il y ait de zéro redondant. Et donc, une écriture non redondante, c'est d'interdire les zéros qui ne servent à rien. D'accord. Donc, si un entier qui commence par 0, il n'y en aura qu'un seul, c'est 0 lui-même. 0, on est comme ça en informatique. D'accord. Dès l'instant où vous commencez par 1, là, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez. D'accord. Donc, si vous mettez 0, OK, vous reconnaissez le mot. Mais si vous mettez 1, après, vous restez final, vous pouvez lire n'importe quoi. Vous avez le droit, ce sera. Donc, ce automate, c'est il reconnaît les binaires, nombres binaires en écriture non redondante. Voilà. Bien. Alors, si vous parlez par le micro. Ah merde. Ah oui. Alors, excusez-moi, oui, je ne regarde pas le chat très souvent, je m'excuse. J'ai encore un. Oui, ça m'arrive souvent de mettre la feuille hors écran, mais je le remets tout de suite. J'ai quand même les réflexes assez en place de ce point de vue-là. Les différents états de l'automate, c'est quoi les différents états de l'automate?
ben, ça sert à. C'est quoi les ailes automates? Ben, c'est là où on se trouve quand on lit la démo. Vous voyez, j'ai fait les démonstrations. Ouais, c'est bon, ok, merci. Ouais. Bon. Bon, alors, je vais m'arrêter là. Mais avant de partir, ne partez pas. Ne partez pas, ne partez pas. Je pense que la solution. Alors, pour les étudiants de mon TD, on va faire une pause d'un quart d'heure. On va se mettre tranquillos sur Zoom. Par contre, pour ceux du groupe 2, qui ont TD avec Jonas, vous n'allez pas pouvoir le faire puisqu'il y a bien une session collaborée qui a été ouverte, mais vous n'avez pas accès au compte. Non, il y a un seul état initial. Mais bon, si on a plusieurs états initiaux, d'accord, on peut se ramener à un seul initial, en rajoutant un état avec des transitions epsilon. D'accord, on verra ça plus tard prochain cours. Donc, si on dit qu'il y a un seul état initial, c'est juste pour faire simple, d'accord, parce qu'on peut se ramener à ce cas-là. C'est plus clean, d'accord. Mais ça ne change pas d'avoir plusieurs états initiaux, ça ne change pas le formalisme. En déterministe, après, il faut déterminiser, puis voilà. Bon, restez en ligne, je téléphone à Jonas. Restez en ligne, je vais voir avec lui comment il compte faire. Moi, je pense que le plus simple, est-ce que vous pouvez me dire si il me semble que vous n'avez pas de cours le mercredi à 8h30. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça sur le chat ou en live, comme vous voulez? En effet, Ah, pas super. cours à Bon. 8h30 le mercredi. Ouais. Bon, mais je téléphone à Jonas pour lui demander si c'est OK qu'il fasse son cours à 8h30. J'espère que je vais réussir à le joindre.
Bon, vous m'entendez à nouveau là? Attendez, barrez-vous pas. Ouais. Donc, je me suis pas rendu compte que comme je parlais avec Jonas, le micro de mon ordi, mon téléphone était redirigé vers Jonas. Donc là, j'ai deux micros allumés, celui de mon téléphone et celui de mon ordi, ça marche. Parce que il n'y a pas d'écho parce que le micro du téléphone part chez Jonas, quoi. Donc, on s'arrange comme ça. Hein, la situation demande une prise de décision relativement rapide. Nous avons une solution qui fonctionne. C'est puisque eCampus ne fonctionne pas encore pour vous, on va carburer sur Zoom. Maintenant, dans 5 minutes, avec le groupe 1. Oui, non, mais sur Zoom, il n'y a pas de problème. Donc, pour le groupe 1, c'est maintenant, vous restez en ligne, vous allez pisser un coup, vous revenez. Et puis, pour le groupe 2, demain à 8h30 sur Zoom aussi. Pourquoi sur Zoom aussi? Parce que Jonas maîtrise Zoom de toute façon. Et parce que ça nous enlève le stress de faire fonctionner le campus d'ici demain. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire. Hein. À la limite, si on y arrive, on vous met au courant. Mais comme ça assure qu'on ne perd pas une semaine de TD. Alors, ça vous oblige à vous lever à 8h30 demain, mercredi. Mais ce n'est pas si tôt que ça parce que vous n'avez pas à prendre les transports. D'accord? Donc, ça va. Hein. Ça va, hein, je veux dire. Ce n'est pas non plus les aurores, 8h30. Quoi. 8h30 sans transport, sachant qu'en général, c'est 1 heure les transports, ça vous fait quand même réveiller une demi-heure plus tard que 9h. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont un problème avec ça? Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'il y en a qui ont un problème avec ça? Puis est-ce qu'il y en a qui ne savent pas leur groupe encore? Est-ce que Arthur, éventuellement, il peut récupérer la liste des… Parce que moi, en plus, je ne peux pas trop cliquer. Là, je me fatigue en cliquant. Est-ce qu'il y a Arthur là, qui a l'air d'être au courant où je trouve la liste? Il pourrait la récupérer et la mettre sur le chat. Là. Ce serait cool, ça. Tiens. La liste du groupe 2. Il est toujours là, Arthur. Ah ouais. Putain, quel homme. Alors, il n'y a pas besoin de lien Zoom.
Il y a juste besoin de numéro, c'est toujours le même numéro sur Zoom. Hein. C'est mon numéro de sécu avec le premier chiffre qui est remplacé par un 7. Quoi. 7. C'est un numéro de salle. Donc, tout le temps sur Zoom, vous me faites le même numéro. D'accord? Ce numéro-là que je vous ai envoyé par email, que vous avez apparemment eu, puisque vous êtes venu. On est combien là quand même? Il y a toujours des gens. Je te préviens un truc, Jonas, c'est qu'il y a une salle d'attente qui s'est foutue sur Zoom. Il n'y avait pas ça l'an dernier. D'accord. Alors, il faut tout le temps cliquer. Alors, l'avantage que ça a, c'est que ça pousse les étudiants à arriver à l'heure un peu parce qu'ils ont conscience de gêner un peu. Enfin, on les repère, ceux qui arrivent en retard. Parce qu'on les fait rentrer à chaque fois. Mais ça oblige en permanence de les faire rentrer en permanence. Quoi. Enfin, en permanence. Au bout d'une demi-heure, ils sont tous rentrés, j'ai l'impression. Ok. Faudra peut-être que tu m'enfiles les identifiants, mais on verra ça plus tard. Oui. Je te file ça. Oui, plus tard cet après-midi. Ça me casse les pieds que ça marche pas quand même. Mais tu vois, hein, une fois de plus, ça se révèle que Zoom permet de régler les problèmes. T'imagines, non, normalement, ils sont censés avoir accès à e-campus. Ils sont censés être tout intégrés, tu vois. Normalement, t'es français, toi. Ouais, c'est la France. Non, mais c'est peut-être moi aussi. J'aurais dû m'assurer que Campus marchait bien. Ça me paraissait évident que ça marche bien, mais c'est peut-être un nouveau cours qu'il faut créer. Il y a un gars qui m'a envoyé un email d'un nouveau cours. Mais c'est pas censé être automatique, dire bon. Ben moi, quand je regardais mes cours, je tombais sur le même cours. Je me suis dit, c'est ce cours-là. Ah, tu veux dire que ce serait le truc de l'année dernière J'ai repris le cours de l'an dernier, mais c'est peut-être un nouveau cours qui a été créé pour cette année. Je ne sais pas, tu vois. Il y a un truc nouveau de cette année par rapport à l'an dernier, c'est qu'il y a l'ancien cours que là, est-ce qu'il y a un nouveau cours qui démarre sur l'ancien cours? Est-ce que c'est, tu vois, moi, j'ai pensé que c'était un ancien cours parce qu'en POGL, c'est pareil. La prof, la secrétaire de POGL, qui a l'air beaucoup moins douée que la secrétaire de L3 d'ailleurs. Clairement, si jamais je clique sur 2020, j'imagine que c'est pour 2020, enfin c'est pour l'année scolaire 2020-2021, je ne vois pas le nouveau cours. Donc je pense que c'est l'instance du cours de l'année dernière, effectivement. Ça expliquerait pourquoi ça marche pas. Enfin, ça expliquerait pourquoi il ne voit pas le cours. Ça explique pas pourquoi le lien marche pas. Il y a un gars qui m'a envoyé un lien vers un nouveau cours marqué L3. Alors, ça doit être celui-là. Il faut que je chope ce lien d'ailleurs. Il faut que je récupère ce lien.